Chers amis internautes, bonjour, bon réveil à nouveau, bienvenue sur Free Week à présent. Pour le numéro d'émission de ce samedi, je suis avec Fidèle Agokun, comme à l'accoutumée. Il est promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'Agriculture. Avec lui ce jour, on parle de la plante de laurier. Mais avant de le retrouver, j'aurais à vous présenter notamment la pensée et éveil qui vous parle ce jour des interactions humaines, comment il faut se méfier parfois de certaines ruses et de certaines malices. Juste après la pensée et éveil et la vertu des feuilles et des plantes, je serai avec notamment Juste Danwayong à l'état civil, connu sous le nom Prince Voyon. Il est prêtre de Fa, médecin socio-anthropologue. Il aura à nous entretenir sur la thématique suivante: médecine africaine et médecine conventionnelle, discordance et ou complémentarité. Ce sera dans la rubrique foi et astuces spirituelles. Juste après cette rubrique-là, dans la tribune virale, j'aurai à recevoir pour vous Marcel Azonissou. Il est entrepreneur, si on peut le dire ainsi. Il est également le président du groupement des importateurs des produits congelés du Bénin. Il sera face à Juste Danwayong. Ensemble, ils auront à nous entretenir sur la thématique suivante: la jeunesse à l'épreuve de l'illusion du gain facile, entre désenchantement du travail et déclin du respect des valeurs traditionnelles. Juste après cette causerie, chers amis internautes, on aura à suivre le zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Awandinou, Francis Olafarami et de Quentin Komlamoussou. Et en fin d'émission, vous aurez droit à la rubrique à l'écoute de la diaspora. On ira avec nos amis de la diaspora, on va les écouter notamment sur les Béninois lambda qui ambitionnent notamment aller se construire à l'étranger. Ils nous diront également ce qu'ils vivent au quotidien à l'étranger, quel est le quotidien, et bien évidemment, ils auront à prodiguer quelques conseils à la jeune génération. Juste après le message du Centre national de sécurité routière CNSR, chers amis internautes, on se retrouve pour la pensée et éveil. La vie s'élève vers ses plus hautes cimes lorsque l'on s'entoure d'êtres dont la bonté n'est point une posture intéressée, mais l'émanation pure et constante d'une âme habitée par la sincérité. La véritable grandeur humaine ne se mesure pas aux éclats de fortune, ni au prestige de gloire, mais à la capacité d'aimer sans calcul, de tendre la main sans arrière-pensée, d'être présent sans rien exiger en retour. Ceux qui font de la gentillesse un mode d'existence et non une stratégie sont semblables à des sources limpides au milieu du désert. Ils désaltèrent sans condition, apaisent sans bruit et rappellent à chacun que la vie prend son sens dans la gratuité des gestes authentiques. Mais à l'inverse, les relations bâties sur la ruse et la duplicité, celles où la bienveillance n'est qu'un masque poli, recouvrant des intérêts inavoués, ne sont que mirages trompeurs qui dessèchent l'âme et empoisonnent le cœur. Rien n'est plus destructeur qu'une affection feinte, qu'une amitié asymétrique où l'un se donne avec ferveur tandis que l'autre se nourrit d'artifice. L'homme sage doit se garder de ces liens toxiques car ils volent la paix intérieure et étouffent la lumière des cœurs généreux. Heureux en vérité celui qui sait reconnaître et préserver les âmes véritables, car il découvre que la richesse la plus durable ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la fidélité des compagnons qui embellissent le chemin. Et la vie ainsi vécue devient non plus une simple traversée,
mais un héritage de lumière, d'amour et de vérité. Chers amis internautes de cette pensée du jour, je tenais à vous faire savoir et à vous rappeler le fait qu'il ne faut pas changer en raison notamment des événements de la vie, en raison de la méchanceté humaine, de l'ingratitude humaine, car faire du bien, être gentil doit être un mode de vie. Il faut noter qu'il y en a qui forcent la gentillesse, il y en a qui forcent la bonté parce que de façon intrinsèque, ils ne sont pas des personnes gentilles, de façon intrinsèque, elles ne sont pas des personnes bonnes. Et donc, lorsque vous êtes en relation avec de pareilles personnes, il faut faire preuve de prudence, d'attention et surtout de clairvoyance, parce que lorsque vous nourrissez d'espérance, lorsque vous êtes rempli d'espérance avec des personnes qui n'ont que pour simple objectif que de vous utiliser à leur cause, à l'effet, à la finalité, chers amis internautes, vous vous retrouvez être dupé. Et là, vous avez mal parce que vous êtes investi beaucoup dans une relation dans laquelle vous attendez beaucoup, mais in fine, il y avait eu un déséquilibre, il y avait eu, comme je pourrais le dire, pratiquement eu un manque de sincérité. Et donc, il faut être attentif dans les relations, les interactions humaines, et également, il faut bien évidemment jouer sa partition. Il ne faut pas oublier cela parce que parfois, il y a des gens qui sont méchantes parce que vous les avez poussés à l'être. Il y a des personnes parfois qui vous témoignent de l'ingratitude parce que vous les avez poussés à l'être. Vous ne les avez pas rassurés de ce que vous êtes une personne qui mérite leur confiance, qui mérite leur gratitude et qui mérite bien évidemment aussi leur bonté et leur gentillesse. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on veut agir aussi. Il faut parfois se mettre à la place de l'autre pour voir est-ce que ce que je voudrais faire, opposer comme pas à l'autre, est-ce que le refus que je lui oppose là, est-ce que s'il était à sa place, j'accepterais à cœur joie ce refus-là? Essayez de connaître son partenaire et voir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et parfois, à des moments donnés, même, je dirais ainsi, lorsque vous êtes en relation avec ces personnes qui parfois sont des narcissiques, des personnes narcissiques, si on peut le dire ainsi, des pervers narcissiques. En réalité, si je dois le dire, l'expression adéquate, je la sors finalement, si ce sont des pervers narcissiques. Lorsque vous êtes en relation avec ces personnes, parfois, il faut juste s'en tenir à ce pourquoi vous êtes liés et le reste, dites-vous, advienne que pourra. Si au cours de la vie, les circonstances de la vie, la providence, la nature, fait que cette personne vous fasse preuve de générosité et de gentillesse, donc remerciez l'Éternel. Mais si elle ne vous le fait pas, la vie continue. Parce qu'il ne faut pas occulter aussi une chose, que tout ce qui concourt dans cette vie n'est que circonstance voulue par le Créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible. Et donc, c'est à lui qu'il faut toujours implorer clémence, c'est à lui qu'il faut toujours implorer miséricorde pour que tout ce qui doit se produire dans notre destinée concourt à notre élévation, notre émancipation et notre éclosion sociale. Chers amis internautes, juste après le jingle suivant, on retrouve Fidèle Agokun dans la rubrique « Vertu des feuilles et des plantes ». Vertu des feuilles et des plantes. Fidèle Agokun, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Merci de faire le sacrifice chaque samedi pour nous entretenir sur une plante. Ce jour, on parle de la plante de laurier. Tout à fait. Vous êtes là pour nous exposer les vertus commerciales et médicinales. Ah oui. À vous l'antenne. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante naturelle. On appelle ce dernier le laurier, encore appelé laurier noble ou laurier sauce. Le laurier a pour nom scientifique Lauris nobilis, qui appartient à la famille des lauracées. Le nom Laurus en latin signifie laurier. Nobilis signifie noble et élégante. La plante de laurier, elle est fascinante. Une plante qui peut atteindre une hauteur d'au moins de 10 mètres. Les feuilles sont vraiment ovales et pointues. Nous allons présenter ses avantages sur le plan de la commercialisation, sur le plan nutritionnel, environnemental et médicinal. Allez-y. Sur le plan nutritionnel, la plante de laurier elle est riche en vitamines A et C, en minéraux comme le potassium et le magnésium. C'est un anti-inflammatoire, antioxydant et antimicrobien. Sur le plan de la commercialisation, la plante de laurier est un atout aujourd'hui pour le producteur ou pour le promoteur qui peut toutefois se lancer dans sa production. Si nous prenons un état de la production de la plante de laurier aujourd'hui, on a droit à 400 plants. 400 plants. 400 plants Wow. sur un hectare.
Et après la plantation, vous pouvez commencer la vente à partir de 4 ans à 5 ans. Et déjà de 4 ans à 5 ans, vous pouvez faire un chiffre d'affaires sur un hectare entre 8 et 15 millions de chiffre d'affaires pour la plantation de laurier. Déjà? Oui, déjà. Les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier, oui, parce que si nous prenons la plante de laurier, ces feuilles sont très recherchées. Et à base des feuilles, on peut faire de l'huile essentielle. L'huile essentielle qui est recherchée comme de l'or aujourd'hui. Et un petit flacon de l'huile de laurier aujourd'hui, quand vous dit son prix, allez dans les supermarchés, vous allez voir de quoi l'essence de laurier. L'essence de laurier. Parce que c'est une huile qui fait énormément beaucoup de choses que c'est intéressant. On ne peut pas se passer de ça. Donc, c'est vraiment capital que sa production, c'est un atout aujourd'hui pour tous ceux qui sont intéressés à se lancer dans ce secteur. Si nous parlons aussi sur le plan médicinal, oui, la plante de laurier aussi regorge énormément beaucoup de vertus. D'abord, en première position, j'ai dit déjà que c'est un anti-inflammatoire parce que quand vous prenez la feuille, si vous avez des douleurs un peu partout au niveau de l'organisme, vous pouvez utiliser facilement les feuilles de laurier pour pouvoir soulager et régulariser tous ces petits maux. C'est un antimicrobien, comme je l'avais dit aussi, parce que ça, la feuille de laurier lutte contre tout ce qui est microbe qui est dans l'organisme. Avec l'infusion de la feuille de laurier que vous mettez dans vos habitudes, vous allez corriger tous ces petits maux. Ceux qui ont les problèmes de sinusite aujourd'hui et qui ont couru de gauche à droite, ils n'ont pas eu de solution. Avec les feuilles de laurier ou une décoction de laurier, vous pouvez régulariser facilement ce petit mot. Vous n'avez pas de la digestion quand vous mangez n'importe quel aliment. Avec les feuilles de laurier, vous pouvez utiliser ce dernier pour régulariser facilement et ça peut vous aider à faciliter la digestion au niveau de l'organisme. Vous avez un enfant qui souffre aujourd'hui de la toux ou de la démangeaison. Avec l'huile essentielle de laurier, vous pouvez régulariser et vous pouvez régler définitivement ces petits maux. Vous avez un parent, un maman ou un voisin qui souffre aujourd'hui du diabète. Le laurier, la feuille de laurier ou les racines ou l'huile essentielle de laurier peut vous aider à stabiliser et à régler définitivement le laurier. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé et ils ont eu pas mal de résultats et ils ont témoigné. La feuille de laurier, c'est une feuille qui a multiples vertus. Et mis à part ça, oui, je voudrais aussi partager quelque chose sur le laurier. Vous avez un business, vous avez des boutiques où vous n'arrivez pas à vendre, tout est bloqué. Avec la feuille de laurier, vous pouvez réactiver votre business. Comment? Si vous prenez la feuille de laurier, vous pouvez mettre 3 dans votre sac ou bien dans votre véhicule. Vous pouvez prendre 3, vous mettez dans votre poche. Ou vous prenez 3 feuilles, vous mettez derrière votre portable. Je vous donne 3 jours. Les gens vont vous appeler. C'est naturel. Ce n'est pas de gris-gris, ce n'est pas quelque chose, c'est naturel. Ça active, c'est que c'est une feuille qui attire les vibrations positives quand vous l'avez. Ou bien vous venez à la maison le soir, vous commencez pas à sentir des mauvaises ondes ou vous voyez que ça ne va pas au niveau de votre chambre. Il suffit de prendre un peu 4 ou 5 feuilles de laurier que vous prenez un peu, vous mettez dans de charbon et vous mettez à quelque part dans votre coin ou dans les 4 côtés de votre maison, vous mettez 3 dans les 4 côtés. Tout ce qui est mauvaise onde, ça épule ces mauvaises ondes-là. Ça les éloigne. Ça les éloigne. Ça les épure. Donc, la plante de laurier, elle est vraiment terrible. Ou vous pouvez aussi prendre la feuille, la feuille triturée et vous allez se désinfecter, vous allez se laver avec ça. Non, c'est très puissant. C'est très puissant. Oui, c'est très puissant, la feuille de laurier. Elle joue énormément beaucoup de rôles. Merci à vous, Fidèle Agokun. Je rappelle que vous êtes promoteur agricole, promoteur de la ferme agricole. Et je voudrais aussi en profiter pour dire que la petite saison est en cours maintenant
ou bientôt, ça va commencer maintenant. Ceux qui ont des domaines, des vastes domaines, et ils ne sont pas en mesure de clôturer ces domaines, c'est le moment d'en profiter. Nous disposons des graines de camp pêché et des jeunes plants qui est disponible au sein de notre entreprise. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, sur notre page Facebook ou TikTok, tout ce que vous voulez, ou tout ce qui est aussi semences agricoles que vous pouvez, vous êtes dans le besoin, contactez-nous. On est disponible pour vous accompagner, pour pouvoir vous aider, pour que vous ayez de très bons résultats et aussi occuper vos domaines feed. Je crois que là, vous avez passé au service commercial. Là. Merci à vous pour ce sacrifice que vous faites pour nous chaque samedi, pour nous faire découvrir les vertus des feuilles et des plantes. Je rappelle que vous êtes promoteur agricole, promoteur de la ferme agricole, la puissance de l'agriculture. On parle du laurier. Je crois que le prof de fac qui va venir d'un instant à l'autre, peut-être va nous en dire également un peu plus sur le laurier. Je suis avec Juste Danwayon. C'est juste tout de suite, notamment dans la rubrique Foi et astuces spirituelles. Foi et astuces spirituelles, Juste Danwayon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, médecin professionnel, si on peut le dire ainsi, oui. Socio-anthropologue. Avec vous, on parle de médecine traditionnelle et conventionnelle. Mais d'entrée de jeu, je vais vous poser une question sur le laurier. Vous êtes prêtre de Fa. Le laurier, quelle est sa symbolique pour vous et quelles sont les vertus que ce plant regorge, ou cette feuille regorge? Merci. Je salue tous les téléspectateurs ou les internautes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. La feuille de laurier, il y a le spécialiste qui en a parlé tout à l'heure et nous allons apporter deux petites astuces sur cette plante-là. C'est une plante qui a des propriétés, je vais dire, scientifiques ou biologiques ou physiologiques. Et au-delà de ces propriétés scientifiques et physiologiques, cette plante a des propriétés magiques. Il a abordé les propriétés magiques lorsqu'il a fini de parler de ses propriétés scientifiques et physiologiques. Et je vais aller plus dans le sens des propriétés magiques. Oui. Cette feuille, il suffit juste de chercher de l'eau de mer. Et vous plongez 16 feuilles de laurier dans l'eau de mer et vous posez dans un coin de votre chambre. Oui. Vous laissez séjourner 48 heures ou 72 heures. Et lorsque vous allez vous laver, vous mettez un peu de cette eau dans votre eau de bain, vous lavez avec, ça purifie et ça vous désenvoûte. Ça purifie, ça vous désenvoûte. Ça vous désenvoûte et ça vous permet d'accéder à des opportunités qui hier n'étaient pas accessibles. Après cela, il a dit qu'on peut utiliser ça sous forme d'encens. Pour l'utiliser sous forme d'encens, on peut aussi ajouter du sel. Oui. Vous pilez les feuilles de laurier, vous ajoutez du sel et vous utilisez sous forme d'encens. Dans ce sens-là, ça renvoie tout ce qui est esprit maléfique, tout ce qui est mauvaise onde dans votre chambre, dans votre concession, ça les dégage et ça permet de garder la maison pure. Vous pouvez poser les feuilles de laurier 3 ou 7 sous votre oreiller, vous dormez dessus, ça rend votre sommeil paisible. Vous n'êtes pas hanté dans votre sommeil. Donc, c'est une plante qui a trop de vertus sur le plan physiologique et aussi sur le plan magique. Au niveau du fa, est-ce que vous n'utilisez pas le laurier? Le laurier, à cause de ses propriétés magiques que nous venons d'exposer, nous l'utilisons en combinaison avec d'autres feuilles pour faire des bains de purification. Pour faire des bains de purification. Quelle autre feuille, par exemple? Avec le basilic, par exemple, avec l'hysope, par exemple. Cette feuille est en combinaison pour faire des bains de purification. De purification. Ouais. On va y revenir peut-être un de ces 4 jours, là, par rapport à d'autres vertus, par rapport au rituel d'expiation, de propitiation, si on peut le dire ici. Mais ce jour, on parle de médecine traditionnelle, de médecine africaine, autant pour moi, et médecine conventionnelle, discordance et ou complémentarité. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre par médecine africaine? Merci. Je voulais apporter la correction déjà lorsque vous étiez en train de sortir médecine traditionnelle. Parce que lorsqu'on parle de médecine traditionnelle, c'est un peu trop péjoratif et ça diminue un peu la grandeur de cette médecine-là. Parce qu'on a tendance à le ranger dans un vocal plus archaïque. Mais lorsqu'on parle de médecine africaine, ça lui donne toute la valeur qu'il faut et en même temps, ça montre la zone dans laquelle cette médecine est valorisée, qui est l'Afrique. Lorsqu'on parle de médecine, d'abord de façon générale, c'est la science qui nous permet de conserver et de traiter l'organisme. Mais lorsqu'on parle de médecine africaine, il y a 2 côtés qu'il faut aborder parce que parfois, il y a des erreurs qui sont perçues dans cette médecine-là. Lorsqu'on parle de médecine africaine, il faut percevoir dans cette médecine-là le côté pharmacopée et le côté spirituel pur. En d'autres termes. En d'autres termes. Oui, allez-y. Parce que lorsqu'on parle de médecine africaine et on se limite seulement à l'utilisation des plantes, des décoctions pour traiter, ce n'est pas seulement à ça qu'est limitée la médecine africaine. Parfois, cette pharmacopée échoue
et on est obligé d'aller vers la médecine spirituelle pour apporter solution à certaines maladies. Je m'explique. Lorsqu'on parle de maladie, c'est un déséquilibre dans l'organisme, du point de vue conventionnel. Mais en médecine africaine, lorsqu'on parle de maladie, c'est un déséquilibre de l'organisme et de l'esprit. Oui. Parce que la médecine africaine reconnaît l'individu comme 3 entités. Il y a le corps que nous possédons, il y a l'esprit et il y a l'âme. L'âme, c'est la fusion, c'est le lien qu'il y a entre l'esprit et le corps. Il faut quand même apporter à ceux qui nous suivent cette clairvoyance par rapport à l'existence de l'esprit. Je vais donner 2 exemples qui vont montrer qu'il y a cette existence sur laquelle s'appesantit cette médecine-là pour apporter un traitement. Le premier exemple est que Cadet est couché dans son lit. Merci pour l'exemple illustratif. Oui, oui. À Cotonou, Cadet est dans son lit, mais dans un rêve, Cadet se retrouve peut-être à Parakou avec Dr Juste et on est en train de causer. Alors qu'il est couché dans son lit à Cotonou. Ça suppose que l'organisme de Cadet, le corps de Cadet est dans son lit, mais quelque chose a voyagé en Cadet et aller découvrir quelque chose. Donc, c'est cet instrument-là, cette entité-là qui a voyagé et qui a laissé le corps de Cadet dans son lit, mais qui est allé découvrir des choses ailleurs qu'on appelle l'esprit. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on prend l'exemple d'un individu qui s'appelle Paul, par exemple. Lorsqu'il est vivant et on dit Paul, il répond oui. Lorsque Paul répond oui, qu'est-ce que la médecine nous a enseigné? La médecine nous dit que lorsqu'on dit Paul, c'est un influx, c'est un courant d'air qui est envoyé. Ce courant d'air rentre dans l'oreille. L'oreille est divisée en 3, il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Lorsque ça rentre dans l'oreille interne, il y a quelques appareils là, la cochlée, le vestibule, qui transforment ce message et l'envoient dans le cerveau. Paul sait déjà, depuis son bas âge, qu'on l'appelle Paul. Donc, dès que ça va dans le cerveau, il y a une étude neurologique dans le cerveau qui sort le mot Paul et qui renvoie à l'oreille. Et c'est en ce moment que l'oreille entend Paul. Et lorsque l'oreille entend Paul, Paul répond oui. Lorsqu'on appelle un individu, c'est tout ce mécanisme qui se passe avant que l'individu ne réponde oui. Mais Paul est décédé et le corps de Paul est là. On dit Paul, Paul, il ne répond pas. L'oreille est là, l'oreille externe est là, l'oreille moyenne est là, l'oreille interne est là. Mais si Paul ne répond pas, ça suppose que lorsque Paul était vivant, ce n'était pas son corps qui répondait. Parce que tout ce qu'il y a dans le corps ou sur le corps qui doit participer à cette réponse, tout est là. Le cerveau est là, les neurones sont là, l'oreille interne est là, la cochlée est là, le vestibule est là. Mais on dit Paul, Paul ne répond pas. Ça suppose qu'il y a quelque chose en Paul, lorsqu'il était vivant, qui lui permettait de répondre. Mais au moment où il est décédé, cette entité-là a quitté le corps de Paul. C'est quoi? L'esprit. L'esprit, merci. Donc, lorsqu'on parle de maladie, la médecine africaine ne considère pas la maladie seulement comme un déséquilibre du corps. Mais on considère la maladie comme un déséquilibre du corps et de l'esprit. C'est cela qui fait la particularité de cette médecine et qui fait même la particularité entre la pharmacopée et la médecine spirituelle. C'est ça qui nous plonge dans le domaine des envoûtements, des ensorcellements, des malédictions. Et tout ça peut causer des maladies, des pathologies qui ne sont pas forcément des pathologies qui concernent uniquement le corps, mais qui concernent et le corps et l'esprit. Donc, quand on parle de médecine africaine, il faut comprendre par là que cette médecine repose sur des procédés, des connaissances qui vont apporter des solutions à un déséquilibre du corps, de l'esprit et ou du corps et l'esprit. Et ou du corps et l'esprit. Alors, parlez-nous de la médecine conventionnelle, avant qu'on revienne tout à l'heure. La médecine conventionnelle, pour vous, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la médecine conventionnelle, je l'ai déjà dit, la médecine tout court, c'est la science qui permet de maintenir un corps sain. Mais lorsqu'on va en médecine conventionnelle, c'est des techniques, des méthodes. C'est une science qui se base sur des preuves cliniques, scientifiques. C'est une médecine qui est plus cartésienne. Donc, c'est scientifiquement, pas des preuves, pas des études cliniques, qu'on sort des procédés, à part ces procédés, des consensus. Et sur ces consensus-là reposent des traitements, des normes. Et c'est ces normes-là qui sont suivies pour guérir. Et en médecine conventionnelle, on dit tout ce qui crée la maladie dans un organisme, c'est un agent infectieux. Un microbe, une bactérie, un virus, un champignon, un parasite. Ce n'est que ces agents infectieux qui peuvent créer un déséquilibre. La médecine conventionnelle ne reconnaît pas l'existence d'un esprit quelque part qui peut être malade. Lorsque vous êtes malade, vous venez, on vous fait un prélèvement, on vous fait des bilans, et ces bilans révèlent... On fait le diagnostic. Et lorsqu'on fait le diagnostic, c'est sur la base de ce diagnostic qu'il y a un traitement qui est déjà connu, il y a un consensus qui est fait, il y a un procédé qui est déjà maintenu, et on suit ce procédé pour vous apporter le traitement. Donc, il y a plusieurs spécialités dans la médecine, il y a près d'une 40aine de spécialités ou 50aine de spécialités dans la médecine. Donc, en fonction du mal,
en fonction de l'endroit, de l'organe du corps qui est atteint, on vous apporte la solution dans ce sens-là. Donc, on se repose uniquement et essentiellement sur votre organisme, sur vos organes, sur vos tissus, sur vos cellules, et on ne dépasse pas ces limites-là. Donc, c'est une médecine qui est consacrée au traitement de l'organisme. Qui est consacrée au traitement de l'organisme. Mais est-ce qu'il y a une interrelation entre les deux, entre la médecine africaine et conventionnelle déjà? Dans ces développements qu'on a eu à faire, on aurait compris déjà qu'il y a vraiment une interaction entre les deux, mais il y a encore des limites qu'il faut surpasser dans les deux sens. Celui qui est phytothérapeute, celui qui est spirituel, il y a des choses qu'il doit comprendre, il y a des insuffisances encore à leur niveau qu'il faut combler. Et dans le même sens, celui qui est médecin aussi, il y a des insuffisances aussi qu'il faut combler. C'est ce qui explique même aujourd'hui plus ou moins l'échec de la médecine conventionnelle en Afrique. Puisque en Afrique, au-delà de notre organisme qui est atteint, on a encore des pathologies qui viennent, mais qui ne sont pas des pathologies spirituelles. Qui sont des pathologies spirituelles. Justement, tout à l'heure, vous avez dit que la médecine conventionnelle, elle est basée sur des théories, sur des choses vérifiées. Alors, l'africaine, elle n'était pas basée sur ces théories, des choses vérifiées? Elle est basée sur des choses vérifiées. Mais du point de vue spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas perçu, qui n'est pas vu. Qui n'est pas vu. Et lorsque la médecine conventionnelle ne voit pas, ne voit pas de façon concrète cette chose-là, on a parlé de l'esprit tout à l'heure, l'esprit, on ne voit pas l'esprit, mais on voit sa manifestation. Donc, la médecine traditionnelle, ou la médecine africaine plutôt, se repose sur cette théorie-là et apporte des solutions. Et c'est pour ça que l'OMS, dans la définition de la médecine traditionnelle, a parlé des connaissances basées sur l'expérience. Donc, l'OMS reconnaît que la médecine africaine apporte des solutions, mais qui sont basées sur l'expérience. Parce qu'ils ont compris finalement qu'il y a des chirurgiens qui ont opéré des gens et dans l'estomac de ces gens, on retrouvait des grains de tamariné. Dans l'estomac d'un individu, on retrouve un amas de grains de tamariné. On retrouve des coris dans l'estomac d'un individu. Ces coris-là viennent d'où? Ces grains de tamariné viennent d'où? Donc c'est là qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a un mystère qui est caché derrière cette médecine-là. Et il faut forcément aller vers cette médecine et découvrir ces choses-là. Lorsqu'on est dans un milieu où le spirituel prend du devant dans beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette spiritualité, surtout si on veut pratiquer cette médecine en Afrique. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit qui est concret, il y a ce qui est spirituel qui est caché derrière. Il y a des pathologies, les mêmes procédés qu'on utilise pour traiter ces pathologies, vous mettez en place ces procédés-là, mais à la fin, vous n'avez pas de solution. Parce que derrière cette pathologie se cache quelque chose. Pour faire un petit briefing sur la maladie spirituelle, c'est que lorsqu'on veut créer une maladie à quelqu'un, on rassemble un certain nombre d'ingrédients, on invoque le nom de la personne et on lui envoie un esprit. Lorsque cet esprit vient, ça voit la faille de la personne. Quel est l'organe qui pourrait être le plus atteint? Et ça crée la maladie. On ne peut pas forcément dire, va créer l'insuffisance rénale, on ne va pas forcément dire, va créer l'hypertension artérielle, mais on va voir la vulnérabilité, l'esprit voit la vulnérabilité du corps de l'individu. Là, vous décrivez un peu le processus d'envoûtement. Oui. Donc, il voit la vulnérabilité de l'individu et c'est en fonction de cette vulnérabilité qu'il crée la maladie. Mais il ne crée pas seulement la maladie, il crée la maladie et il entretient la maladie. Vous avez des céphalées, les céphalées que tout le monde a et on prend du paracétamol et peu de temps après ça passe. Vous prenez peut-être 2-3 plaquettes de paracétamol mais ça ne disparaît pas. Parce qu'il y a un esprit qui entretient ces céphalées-là. Mais justement, comment cet esprit est assez fort pour que le paracétamol qui est censé inverser la donne est pris mais il n'y a pas de changement? Comment cet esprit arrive à maintenir la donne inversée malgré la thérapie que l'on suit pour recouvrer sa santé? Le paracétamol a un effet physiologique. Donc, ça va aller au niveau du foie. Le foie va métaboliser le paracétamol, va l'envoyer au niveau des récepteurs des douleurs. Et au niveau de ces récepteurs, ça va inhiber ces récepteurs. Donc, ça fait que vous ne ressentez plus la douleur. Mais lorsque la douleur est spirituelle, le paracétamol va agir sur les récepteurs. Mais ce ne sont pas des récepteurs spirituels, ce sont des récepteurs organiques, tissulaires, cellulaires. Donc, vous agissez, mais l'esprit est là et vous créez le mal. Et vous créez le mal. Mais lorsqu'on parle de médecine africaine, on parle de l'Afrique. Oui. La médecine conventionnelle, c'est souvent les Européens. Mais on sait que lorsqu'on parle de sorcellerie en Afrique aussi, on parle également de sorcellerie aussi en Europe. Alors pourquoi, est-ce que la sorcellerie en Europe aussi donne ces effets-là, selon vous? Oui, ils sont confrontés à ces choses-là de plus en plus. Parce que, parfois, des phénomènes où la science n'arrive pas à expliquer. Oui, n'arrive pas à expliquer. Et finalement, on dit, bon, on est limité, on ne peut plus rien faire. Et toutes les méthodes qu'on peut déjà mettre en pratique, on met toutes ces méthodes en pratique, mais finalement, on voit qu'il n'y a rien à faire. Et finalement, ces gens-là, il y en a qui
si ceux-là ont de la chance, viennent en Afrique. Et il suffit de faire quelques travaux spirituels, ceux-là sont désenvoûtés. Et les mêmes méthodes qui étaient pratiquées hier sans apporter solution, on pratique à nouveau ces mêmes méthodes et on a solution à ces pathologies-là. Donc, à un moment donné, lorsque l'esprit est atteint, il faut forcément guérir l'esprit avant de passer à la guérison du corps. Mais est-ce que ces deux médecines-là, africaines et traditionnelles, peuvent, africaines et conventionnelles, oui, est-ce qu'elles peuvent jouir d'une complémentarité ou elles ont une discordance? On ne peut pas parler de la discordance, on va juste parler de la complémentarité parce que oui, c'est de là qu'on va tirer profit. Puisque celui qui sait que lorsqu'il est malade, il peut avoir une maladie naturelle et il peut avoir une maladie spirituelle, celui-là, il est mieux édifié par rapport à celui qui se dit oh, bon, quand je suis malade, c'est forcément mon corps qui est atteint, qui ne pense pas à un moment donné à l'esprit. Cela va nous amener dans le sens où celui qui est médecin, il doit comprendre qu'à un moment donné, il peut y avoir des pathologies qui seront d'ordre spirituel et il sera limité dans ces procédés qu'il connaît. Celui qui est spirituel aussi, parfois, il doit savoir que parfois, ce n'est pas forcément tout qui est spirituel. D'ailleurs, ce n'est pas tout qui est spirituel. Les grands praticiens qui ne sont pas édifiés dans ce sens, ce sont des pathologies simples qui les tuent. Parce que dans sa tête, il est borné, il se dit « Ah, c'est un envoûtement. Ah, c'est mon grand-père qui m'a dit telle chose hier, qui m'a envoûté. Ou bien c'est ma tante qui a dit telle chose hier, qui m'a envoûté. » Et il est focus sur cet envoûtement. Donc, il faut toujours chercher, le juste milieu. Dans la pharmacopée ou dans la médecine conventionnelle d'abord, avant de traiter le spirituel. Oui, bon, les deux vont de pair. Quelqu'un qui est déjà dedans, nous autres, dès que la maladie survient, on ne cherche pas d'un seul côté. Du moment où tu es en train de réfléchir à quel agent infectieux peut causer ce mal, au même moment, tu es en train de faire ce qu'il faut spirituellement pour que, quelle que soit la provenance de ce mal-là, tu puisses quand même conjurer cela et les deux doivent aller de pair. Et dans ce sens-là, il faudrait que le médecin, dans sa tête, se dise, à un moment donné, si je suis limité, il se peut que ça soit une atteinte de son esprit et non une atteinte de son corps. Parce qu'il doit se mettre dans la tête qu'au-delà de ce que je traite qui est le corps, il y a autre entité en cet individu que je ne maîtrise pas, que je n'appréhende pas et qui peut être atteint et qui peut être à la base de ce que je vis. Donc c'est la complémentarité qu'il faut voir de loin. Et dans cette complémentarité, il faut faire l'effort de pouvoir avoir la notion, même si on n'a pas la maîtrise de la pratique de la spiritualité, l'éveil déjà peut amener à conseiller le patient, à l'amener à pratiquer cette spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, ce n'est pas forcément aller vers la spiritualité traditionnelle. Même les prières peuvent guérir, les prières peuvent désenvoûter, les prières peuvent désensorceler et amener facilement le praticien qui est praticien soignant à vous guérir et à vous donner satisfaction. Mais pour vous qui êtes médecin, socio-anthropologue et au regard du parcours emblématique de votre père également et de sa responsabilité dans la tradition, vous êtes prêtre de Fa, assermenté si on peut le dire ainsi. Au regard de tout cela, comment vous arrivez à arrimer les deux ou à les juxtaposer? Aujourd'hui, cela est encore un peu difficile et on fait l'effort d'apporter de la lumière. Puisque lorsque le patient vient vers toi, du point de vue de ce qu'il expose, tu ne peux pas déjà déceler son obédience religieuse. Tu ne peux pas déjà lui proposer des services sur le plan spirituel, même si toutefois tu constates que le mal que le patient a, ce mal-là n'est pas naturel et que ce mal-là est spirituel. Et pour la plupart du temps, ceux qui connaissent un peu notre savoir-faire dans les deux sens, lorsqu'on envoie des gens vers nous, c'est des gens qui ont parcouru déjà des centres de santé, des cliniques, de grands médecins et qui n'ont pas de satisfaction, qui finalement se disent « Ah, va chez ce monsieur parce que celui-là, au-delà de la médecine conventionnelle, il a aussi des maîtrises dans la spiritualité. » Et c'est ceux-là qui facilement se laissent faire. Mais un patient qui vient, qui n'a pas fait ce parcours-là, qui n'a pas été orienté, on a parfois du mal à apporter ce côté spirituel à la personne parce que il faut forcément prendre, il faut qu'il acquiesce d'abord avant que tu ne puisses apporter ce qu'il faut du point de vue spirituel. Mais ce qu'il faut aujourd'hui pour nous accompagner dans cela, c'est de révéler cela au monde entier. Et quand on parle de révéler cela, par exemple, nous, au cours de nos études médicales, on nous avait annoncé l'étude de la médecine africaine ou de la médecine traditionnelle. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous on a soutenu il y a près de 5 ou 6 ans déjà, mais jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas encore été intégré à la formation des médecins. Mais il faudrait apporter les béabas, les bases à ces médecins-là, leur montrer qu'au-delà de ce qu'on vous enseigne, qui est conventionnel, que le blanc a monté, il y a aussi dans notre contrée, dans nos réalités ici, dans notre patrimoine ici, d'autres réalités qu'on doit vous enseigner. Qui sont utiles. Imaginez-vous un instant si dans les salles d'hospitalisation,
on utilise des feuilles de désenvoûtement pour nettoyer ces salles d'hospitalisation. Ce que ça pourrait apporter, les esprits que ça pourrait dégager de ces salles d'hospitalisation et apporter guérison à ces patients-là. Vous pensez que parfois dans les salles d'hospitalisation, pour ceux qui sont pourchassés spirituellement, sont envoûtés, qui sont ensorcelés, parfois ceux qui les pourchassent viennent encore dans la salle d'hospitalisation? Non, ça n'est pas que ça vient, c'est en eux. Donc ils se déplacent avec ce mal-là. Ils font tout, mais ils se déplacent avec ce mal. Et finalement, la même pathologie qui donne les mêmes symptômes chez deux patients différents, vous allez voir, un va guérir facilement en 2-3 jours, mais l'autre va traîner peut-être sur 1 mois, alors que c'est les mêmes symptômes et c'est le même procédé de traitement qui a été mis en place. Donc, imaginez-vous si celui-là, dans un centre de santé ou bien dans une salle d'hospitalisation, même si ce n'est pas sur lui qu'on pratique ça, si c'est des méthodes qui sont enseignées, on dit, ah, dans les centres de santé, désormais, il faut nettoyer les salles avec telle feuille, il faut que tel plan soit dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Même l'existence d'une seule plante qui désenvoûte, qui désensorcelle, dans un centre de santé peut déjà dégager des esprits, peut déjà empêcher l'esprit de poursuivre ce patient juste chez le médecin. Donc, il faut faire l'étude de ces choses-là, il faut mettre ces bases-là en place pour permettre au médecin de comprendre cela. Et c'est réciproque aussi chez le praticien spirituel qui n'a pas la notion de « Ah, lorsque c'est paludisme, il faut prendre antipaludéen, lorsque c'est fièvre typhoïde, il faut prendre antibiotique. » Et il se met dans sa tête que tout ce qui m'arrive est spirituel. Il faut aussi apporter de la lumière à celui-là. Il faut organiser des colloques, des formations. Il faut organiser aussi ce monde spirituel, amener des médecins à aller vers ceux-là. Des médecins qui maîtrisent la spiritualité, qui peuvent faire la part des choses chez ceux-là et leur dire « Ah, lorsque vous voyez que c'est tel et tel symptôme, au-delà de ce que vous maîtrisez qui est spirituel, il y a aussi des agents pathogènes, des agents infectieux, bactéries, virus, tout ça qui peuvent créer des maladies chez vous. Donc, ne vous limitez pas seulement à vos pratiques spirituelles, mais dites-vous qu'à un moment donné, il peut y avoir des agents extérieurs et qui n'ont pas de lien avec votre spiritualité et qui peuvent vous créer des maux. Donc, dès que vous constatez tel et tel signe, au-delà de ce que vous allez faire du point de vue spirituel, allez prendre tel et tel médicament et facilement vous allez vous guérir. Mais vous qui y croyez fortement, quelles sont vos espérances à ce niveau-là? C'est un jour que je vois notre médecine en Afrique aller dans les deux sens. Que je vois aussi mes confrères, mes pères spirituels aussi, comprendre aussi la médecine conventionnelle et qu'à un moment donné, ce brassage soit le commun des mortels. Que tout le monde... Vous voulez une complicité entre les deux? Qu'à un moment donné, qu'on sache qu'on a apporté de la matière à cette médecine conventionnelle que le blanc nous a apporté. Est-ce que cela est possible sans les politiques? Ce n'est pas possible. C'est ceux-là qui doivent prendre la chose. C'est ceux-là qui doivent pêcher des gens qui maîtrisent le domaine et mettre en place des curricula qu'on doit utiliser désormais pour enseigner. D'abord à l'université et aussi enseigner chez nos pères spirituels qui n'ont pas eu la chance d'étudier, mais qui ont quand même un bagage intellectuel, un bagage dans le sens de la spiritualité, dans le sens de la médecine traditionnelle. Donc, c'est ça qu'on espère des politiques, que ces mesures-là soient prises pour qu'à un moment donné, on sente que la médecine au Bénin est différente de la médecine partout ailleurs. Partout ailleurs. Ouais. Une dernière question pour conclure. Vous allez partager avec nous peut-être une anecdote que vous avez vécue avec un patient peut-être qui était venu et qui peut-être pour vous avait peut-être des maux de ventre. Une petite anecdote qui vous a quand même marqué et qui vous a retenu l'attention, qui a retenu votre attention et qui vous réconforte dans votre posture actuelle. Quand vous parlez d'anecdotes, le premier événement qui m'est venu en tête, c'est un gars qui avait de l'épilepsie. Je l'ai eu en 2022. J'ai soutenu 2 ans ou 3 ans après, il est venu et il a fait déjà tout le tour du Nord. Tanguieta, il est passé un peu partout. Et c'est sa maman qui a été conseillée. On lui a dit, ah, va voir Prince Voyon, il est médecin, mais il est aussi de l'autre côté. Et le gars, il est venu, on a fait une consultation. Et la consultation de phare. Oui, une consultation de phare. Et le phare révélait qu'il y a une malédiction qui est portée au père du monsieur. Et c'est cette malédiction qui est en train d'agir dans la famille et qui... Parce qu'il y a beaucoup qui souffraient de petits maux dans la famille. Mais pour lui, était aussi très grave. Donc, au-delà de ça, il y a la sorcellerie aussi. Il y avait une grande-mère qui était là, le phare révélait les choses. Bon, on n'a pas identifié la personne. Mais déjà que ça nous a dit que la maladie n'était pas naturelle. On a fait les rituels qu'il faut. Et en médecine conventionnelle, il avait déjà des traitements qu'il prenait. Mais ces traitements espaçaient seulement les crises d'épilepsie. Mais ça ne guérissait pas les crises d'épilepsie. Donc, lorsque on avait fait la consultation, j'ai demandé 2 produits qu'il fallait utiliser. Est-ce que tel produit peuvent aider le patient à guérir? Et le phare a accepté. On a fait les rituels et je lui ai donné les produits et il a utilisé sur 3 semaines. Après 3 semaines, c'est 5 ans après qu'il m'a appelé. J'étais à la maison, il est venu avec vin, paille, tout ça. Donc, en 5 ans, il n'a plus de crise.
Il s'est dit, ah, si en 5 ans je n'ai plus de crise, ça veut dire que je suis guéri de ce mal-là. Et c'est comme ça qu'il est guéri de l'épilepsie, qu'il a traîné déjà sur 10 ans. Parce qu'il a fait 10 ans déjà de crise d'épilepsie. Donc il est venu, on a fait les rituels et je lui ai donné les produits qu'il fallait utiliser. Ces produits sont des produits naturels, des produits de la pharmacopée. Déjà qu'on a levé ce qui est spirituel, on a utilisé les produits de pharmacopée et il est guéri de son épilepsie. De son épilepsie. Merci à vous, Juste Dawayon. Merci. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de phare, vous êtes médecin et socio-anthropologue. Vous allez rester en place. On va passer à présent à la tribune virale pour laquelle je convie en plateau Marcel Azon-Issou. La tribune virale, la jeunesse à l'épreuve de l'illusion du gain facile entre désenchantement du travail et déclin du respect des valeurs traditionnelles. Marcel Azon-Issou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci pour l'humilité. Merci beaucoup, merci de m'avoir accepté dans votre studio. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, vous êtes le président du groupement des importateurs des produits congelés du Bénin. Permettez-moi de lever le voile sur mon identité. D'accord. Je suis Marcel Azon-Issou, opérateur économique, PDG de la société NESH. Je suis en même temps président des importateurs des produits congelés du Bénin. Merci. Merci pour l'honneur. Merci à Juste Dawayon d'être resté pour cet entretien. C'est un plaisir. On veut parler de la jeunesse. Juste Dawayon, on sait que vous êtes aussi un peu actif sur les réseaux sociaux. Le président, lui, il observe la jeunesse sur les réseaux sociaux également. Dites-nous, quel est votre constat à vous de notre jeunesse actuelle? Merci. La jeunesse actuelle est une jeunesse très active. Et quand on parle de cette activité et de ce dynamisme de la jeunesse aujourd'hui, ça va dans plusieurs sens. Déjà, il y a cette évolution du monde qui imprime cet activisme-là à la jeunesse, dans le sens où aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux, la mondialisation aujourd'hui amène cette jeunesse, même dans sa chambre, à voir loin. Puisque par le passé, un jeune européen qui peut-être à 17 ans fait des exploits, ces exploits ne sont pas à la lumière du monde. Mais aujourd'hui, tu es dans ta chambre, mais tu vois les exploits de ce jeune européen à 17 ans, qui a peut-être déjà des milliards dans son compte, qui a déjà une vie de luxe, déjà de ta chambre, tu peux arriver à percevoir cette vie-là de ce jeune-là. Et l'humain veut toujours aller vers le meilleur. Le jeune aujourd'hui, quand il voit ça, il se dit, ah, il faudrait que je change, il faudrait que je fasse le nécessaire pour atteindre ce niveau-là. Donc, on convoite celui-là qui est ailleurs, on convoite celui-là qui est de l'autre côté, sans savoir toutefois les réalités qu'il vit, sans savoir toutefois d'où est parti plutôt sa fortune, d'où est parti ce tesson-là de ce jeune-là. Donc cela amène le jeune africain qui est ici à, dans cette convoitise-là, se dit, ah, il faudrait que je fasse tout. Il faut que je fasse cette phrase de « il faut que je fasse tout », l'amène parfois dans des dérives, l'amène parfois à aller vers des pratiques qui ne sont pas des pratiques saines. Donc, cet activisme aujourd'hui n'est plus tout le temps positif, mais c'est aussi tout le temps, c'est pour la majeure partie du temps négatif. Quand on parle de négativité, c'est que ça amène ce jeune-là à aller vers des activités plus ou moins illicites, à faire des pratiques qui ne sont pas des pratiques commodes. C'est là qu'on voit l'avènement de la cybercriminalité, les jeux de paris où on est à la quête du gain facile et dans cette quête du gain facile, on est aussi pressé, on n'a pas le temps de patienter. Vous êtes prof de phare, vous en recevez les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous demandent souvent? Non, lorsque les jeunes viennent, c'est pour dire, ah, comment faire pour que ma vie s'améliore? Comment faire pour que mes activités prennent? Et moi, j'ai la sagesse de demander, mais quelle activité tu mènes? Parce que un jeune de 17 ans qui vient, qui dit qu'il veut que ses activités s'améliorent, alors que jadis, c'est à 25 ans. Vous ne connaissez aucune activité. À 25 ans ou à 30 ans. Il n'a pas aucun métier. C'est ça. Vous êtes étudiant, peut-être vous venez d'avoir le bac et vous venez consulter pour dire, je veux voir comment faire pour que mes activités s'améliorent. Mais il y a des jeunes qui viennent, même à 17 ans, ils sont déjà restés auprès de papa, ils sont restés auprès de maman. Et au-delà de leurs études académiques ou de leurs études universitaires, ils ont quand même un savoir-faire derrière cela qui leur permettent quand même de gagner leur vie. Dans ce sens, on est obligé d'accompagner. Même celui qui n'a pas d'activité, qui dit qu'il veut évoluer, on lui demande quelles sont tes perspectives, quels sont tes projets. Et en fonction de ces projets, on a la facilité d'accompagner dans ce sens-là. Donc, c'est le fait de vite accéder au gain, le fait de devenir autonome qui amène cette jeunesse d'aujourd'hui à être plus active. Plus active. Marcel Azon-Issou, quelle est votre opinion sur la thématique en débat?
très bien, monsieur le journaliste. C'est une bonne question. Comme le thème, c'est la jeunesse béninoise, alors, on peut être un peu parallèle d'une manière ou d'une autre. On est d'accord, mais néanmoins, mon point de vue sur la jeunesse, permettez-moi de les énumérer. Vous voyez, et aujourd'hui, la jeunesse, elle est très pressée. Elle est très pressée plus que la diarrhée. Vous voyez. Et puis, ce qu'on constate d'habitude, c'est que la plupart d'eux, ce n'est pas tout le monde, ce ne sont pas tous les jeunes, mais la plupart d'eux, on constate que vraiment, les jeunes ne respectent plus. Les aînés, les anciens. Ils ne respectent plus, même ils ne respectent plus personne. Personne. De façon tous azimuts, dans toutes les directions, ils ne respectent plus. Vous voyez. Et d'abord, l'éducation primaire, c'est le respect d'abord. Parce que leurs parents leur ont éduqué à respecter, mais ces jeunes-là... Ils n'ont pas reçu cette éducation-là. C'est-à-dire qu'ils ont raté l'éducation primaire. Et c'est ça qui les accompagne dans l'éducation secondaire. Ça me gêne beaucoup. Vous voyez, parce que on voit des jeunes sur les TikTok insulter leurs grands frères, insulter leurs parents, insulter même le président de la République. Moi, ça me fait mal. Je dis celui-là, il est quoi? Les jeunes insulter le président de la République. Pour vous, ça ne devait pas être le cas? Jamais. 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 Parce qu'il a l'âge de leur papa, c'est ça? Jamais. Parce qu'il a eu des succès qui n'ont pas encore eu, le président de la République. C'est pas possible. Ils vous diront qu'ils sont en démocratie. Non. Démocratie, ce n'est pas de l'anarchie. Pas du tout. Allez insulter le président de la République. Ils insultent leurs parents à la maison. Et après, c'est pour venir insulter le président de la République. Ça pose un problème. Ça cause un problème. Vous voyez? Et puis, il y a manque d'honnêteté. Vous voyez? Il y a manque d'honnêteté. Avec la jeunesse, il y a manque d'honnêteté. Le jeune te dit ceci aujourd'hui. Et demain, tu vas voir autre chose. Tu verras autre chose demain. C'est très grave. Il y a beaucoup qui ne sont plus honnêtes. Ils ne sont pas fiables. La crédibilité. Et les jeunes qui entreprennent et ils vont, qu'on appelle dans les structures bancaires, ils vont emprunter de l'argent et puis c'est pour aller s'acheter des grosses cylindrées. Au lieu de faire face à ce pourquoi ils sont allés prendre de l'argent, non. Ils vont sur les parcs ou bien je sais quoi, et ils prennent des grosses cylindrées pour dire bon, ils sont riches. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Vous voyez, ils sont plus endurants. L'endurance. Parce que la vie est semée. Vous savez, la vie est difficile et elle est semée d'embûches. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Vous êtes un opérateur économique. Oui, bien sûr. Votre parcours, vous allez nous en parler un peu, oui. Bien sûr. Donc, elle est semée de difficultés, d'embûches. Donc, il faut traverser toutes les vies pour construire son existence et se rencontrer. Et celui qui a peur de rencontrer l'un ne veut pas d'obtenir l'autre. Vous voyez? Donc, il y a ces jeunes-là. Ils n'aiment plus se gêner. Ils n'aiment plus se gêner. Ils n'aiment plus se gêner. Mais qu'est-ce qu'en est la cause pour vous, qui êtes père de famille également, qui êtes employeur, parce que vous avez des centaines d'employés également. Pour vous, qu'est-ce qui est la cause de ce changement? Très bien. Vous savez, c'est les ambitions démesurées. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont pressés. Ils sont très pressés. Au lieu d'être patients, et puis... C'est quand même bien d'avoir des ambitions. Bien sûr. Mais qu'elles soient mesurées. Démesurées, vous voyez. Donc, et ils n'ont pas l'amour pour le prochain. Ils n'ont pas l'amour pour le prochain. Et on note que vraiment l'amour a disparu complètement. Vous voyez. Donc, moi, je vois que vraiment, nous avons du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche. Je vais revenir tout à l'heure par rapport à cet aspect-là. Marcel Azon-Issou a parlé tout à l'heure à l'instant d'ambition démesurée. Est-ce que, juste dans pour vous, cette ambition démesurée doit conduire à l'emprunt de méthodes pas orthodoxes pour l'obtention du gain? Je dirais non. Mais il faut essayer de comprendre aussi cette jeunesse-là et de leur apporter le canevas à suivre. Puisque il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou il y a même 25 ans ou 40 ans, quand on dit quelqu'un a eu le bac, et on vous dit son âge, vous allez vous dire, mais pourquoi c'est à 26 ans ou 27 ans qu'il a eu le bac? Mais aujourd'hui, on peut avoir le bac à 15 ans, on peut avoir le bac à 16 ans, on peut avoir le bac à 17, le bac à 18 ans. C'est un exploit. Ça permet de gagner dans le temps, de gagner en temps et d'anticiper sur des choses.
Justement. Mais est-ce que ça doit être la source de ce que le président a dénoncé tout à l'heure, le manque de respect pour les aînés? C'est pour ça que je dis qu'il y a un canevas qu'il faut imposer à cette jeunesse-là. Ce canevas, c'est le respect des règles, des réalités dans le sens de la moralité, de l'éducation. Il faudrait que la famille puisse apporter quelque chose d'important à ces enfants-là et qu'au-delà de cet exploit-là qu'ils connaissent dans l'évolution à travers la pression qu'impose aujourd'hui l'évolution du monde, au-delà de cela, qu'on puisse quand même respecter ces réalités-là, ces bases-là qui font partie de la moralité que l'éducation doit apporter. Donc, il faut dire que il y a beaucoup d'exploits, beaucoup de gains dans cette dynamique-là qui est imposée aujourd'hui aux jeunes. Moi, je ne mets pas en cause cette dynamique-là, je ne mets pas en cause ces ambitions-là, mais je mets en cause les méthodes qui concourent à la réalisation ou à l'obtention des résultats par ces efforts-là. Donc, c'est ça qui est mis en cause. Il faut mettre en cause ces méthodes-là et mettre à la disposition de ces jeunes-là de bonnes méthodes et ces méthodes vont apporter de la bonne pratique à ces derniers-là. Sinon que le fait d'avoir d'ambition très jeune, de vouloir évoluer très jeune, ce n'est pas quelque chose qui est proscrit. Aujourd'hui, quand on dit juste Dan Voyon ou bien Prince Voyon, et on voit mon âge, on voit le niveau que j'atteins, tout ce que j'arrive à réaliser, tout ce que je fais à cause de mon savoir-faire. Mais il y a 45 ans, ce n'est pas donné à quelqu'un de mon âge d'atteindre ce niveau-là. Justement, je prends l'exemple que vous dites, par exemple, il y a 45 ans, ce n'était pas donné. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas peut-être, qui ne sont peut-être pas enfants de votre père, dont qu'on appelle l'honorabilité est la palissade au pays, mais qui, du jour au lendemain, se sont autoproclamés rois. Pourquoi vous ne vous êtes pas proclamé, par exemple, roi ou majesté, par exemple? C'est ça, c'est parce que l'éducation ne me permet pas de faire ça. Justement, comment renouer avec cette éducation-là qui concentrait les gens? Parce que certains disent, je vais peut-être en parler tout à l'heure avec le président, que beaucoup de jeunes meurent tôt parce qu'ils sont trop pressés dans la vie. Parce que au-delà de l'éducation qu'apportent les parents aujourd'hui, il y a l'éducation des réseaux sociaux. De la société. De la société. Dans les réseaux sociaux font partie. Oui, ils font partie. Et aujourd'hui, je pense que les enfants, si les parents ne sont pas vraiment présents et ne sont pas dus dans cette éducation, les enfants aujourd'hui sont mieux éduqués par les réseaux sociaux, par la société, que par leurs propres parents. Et lorsque vous êtes éduqué par la société, parce qu'il vient de l'extérieur, vous recevez tout. Le parent, quand il veut vous éduquer, il sait faire la part des choses. Il sait ce qu'il faut vous apporter, à quel âge il faut l'apporter et comment il faut l'apporter. Mais les réseaux sociaux ne vous connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève, ne savent pas quel âge vous avez, ne savent pas dans quel domaine vous excellez, dans quel domaine vous êtes, et quel genre de personne vous êtes, mais on vous jette tout dessus. Donc c'est à vous de faire la part des choses avec l'accompagnement des parents pour recevoir de la bonne éducation. Et c'est cette éducation qui va vous permettre, malgré votre évolution précoce, malgré le niveau que vous atteignez précocement, de faire la part des choses et de savoir comment fonctionner et renouer maintenant avec ces bonnes pratiques que vos parents vous ont inculquées, ces bonnes habitudes que vos parents vous ont inculquées. Alors Marcel Azoïssou, on n'est pas là ce matin pour condamner les jeunes, mais peut-être pour éveiller les consciences. Alors comment faire pour retourner aux sources, pour que les jeunes soient respectueux, pour qu'ils soient davantage patients, pour qu'ils soient dans la cohérence des aspirations de la vie? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et on dit, quand nous sommes en face de quelqu'un porteur d'une infirmité, nous ne devons pas le confondre avec cette infirmité. Alors, en acceptant de reconnaître notre propre handicap, nos manques, notre insuffisance, nos difficultés et parfois notre impuissance par rapport à une infirmité majeure, alors on ne peut que les aider à sortir de cette crise-là. Vous voyez, les jeunes ne sont pas condamnés à un carré de terre. Ils ont les pieds, ils ont toutes les bénédictions qu'il faut, ils ont les bras, ils ont les yeux, ils voient, ils respirent, ils réfléchissent eux-mêmes. Donc, et ils ne veulent pas travailler. Vous voyez, ils ne veulent pas travailler. Comment les amener au travail? Ils ne veulent pas travailler. Si, il y a longtemps... Il y a des travail du jour en tant qu'opérateur économique. Vous savez... Avec les jeunes, vous avez lancé des embauches qui ne sont pas soldées correctement, ou bien vous avez des entreprises d'embauche? C'est bien. Et je peux vous dire que le seul moyen assuré de réussir sa vie est de rendre un service meilleur, plus grand que celui qu'on attend de soi, quelle que soit la tâche. Quelle que soit la tâche. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez un jeune, vous lui demandez, bon, vous demandez un service, bon,
Et il vous rend le service. C'est comment faire pour vous grouiller en même temps et devenir riche en même temps. C'est ça qu'il cherche. Vous voyez, alors que ce n'est pas ça. Vous voyez, ce n'est pas du tout ça. Donc, je disais que vraiment, ça reste beaucoup de choses à faire. Sinon, pour ramener les jeunes à l'ordre. Parce que quand je vois à des moments donnés, j'ai peur des jeunes. Et il est question, et ce que moi je dis souvent à mes amis qui ont à peu près mon âge, je leur dis souvent, conseillez vos enfants, dialoguez avec eux. Parce que il faut que les parents dialoguent avec les enfants. Lorsque les enfants arrivent à l'âge où nous, adultes, avions eu de problèmes, il est question à ce que nous dialoguions, nous les conseillons, afin que ces jeunes retrouvent leur place. Mais parfois, il y a des parents qui éduquent leurs enfants, mais l'éducation, la manœuvre ne prend pas, si on peut dire ainsi. Il n'y a pas règle sans exception, monsieur le journaliste. Il n'y a pas règle sans exception. Il n'y a pas règle sans exception. Il y a aussi des jeunes qui font le procès à des aînés comme vous de ne pas vouloir aider les jeunes, de rester toujours dans une sorte de traditionnalisme, à les pousser dans, j'allais dire, une sorte de servitude. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les jeunes grandissent, par exemple. C'était dit ça, que vous ne voulez pas les aider, vous ne voulez pas leur montrer le chemin, comme on le dit ici. Ok. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Je dis bien, merci, monsieur le journaliste. Ce sont des jeunes fainéants. C'est des jeunes fainéants. Et je peux vous dire que s'ils attendent, ils vont attendre en vain. Ils vont attendre en vain. Ils vont attendre en vain. Qu'ils comptent sur eux-mêmes. On est d'accord? Moi, je peux vous dire que... Vous avez commencé comment? Moi, je peux vous dire que... Vous avez commencé comment? Mais oui. Attendez, monsieur le journaliste. Oui. Je peux vous dire que... moi, j'ai 3 ans quand j'ai perdu mon papa. On est d'accord? Je ne le connais pas. On est d'accord? Je suis rentré dans la vie démographique, comme ça. Donc, c'est la loi démographique qui nous a enseigné beaucoup de choses. Qui nous a éduqués. Qui nous a éduqués. On est d'accord? Et on a compris aussitôt qu'il faut rapidement se prendre en charge. C'est comme ça. Donc, les jeunes, on n'a pas eu de conseillers. Quand les gens disent, si j'avais de conseillers, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, c'est faux. Eux-mêmes, est-ce qu'on réfléchit à leur place? On réfléchit à leur place, ils réfléchissent, ils voient tout. Ils ont toutes les bénédictions qu'il faut. Et pire encore, souvent quand vous voyez un accident, par exemple, quand un accident survient, par exemple, vous voyez les jeunes, au lieu d'aller au secours, d'aller sauver les accidentés, ils sont là à filmer sur les réseaux sociaux, à faire ceci, à faire cela. Alors que Dieu leur a donné la main pour que ceux-là puissent les utiliser pour faire de bonnes choses. Juste on note quand même dans les interventions de Marcel Azongisou qu'il est quand même très ferme et il déplore cette jeunesse-là, si on peut le dire ainsi, un peu inconsciente, qui ne fait pas preuve d'humanisme. Oui, je pense que c'est bien, c'est salutaire d'aller dans ce sens-là. Mais dans le même temps, il faut apporter la solution. C'est apporter la solution qui est important. Et moi, lorsque je suis face aux jeunes, je donne mon propre exemple. Je dis, je suis jeune comme vous. C'est vrai, j'ai eu la chance de grandir auprès d'un père qui m'a éduqué et qui m'a donné un savoir-faire. Mais je ne me suis pas arrêté à ce savoir-faire puisque on m'enseignait le phare, on m'enseignait la médecine traditionnelle. Mais je me suis dit, au même moment qu'on m'enseignait ça, mon père, dès que vous êtes malade, il vous envoie vers le major. Pour dire, va là-bas, va faire un prélèvement, il va voir si c'est pas lui, ou bien si c'est infection, si c'est si. Bon, mais quand on va là-bas, on sort quelque chose et on fait un diagnostic et on traite. Au même moment, mon papa, il faisait aussi des consultations, il faisait des rituels. Donc, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a une insuffisance chez mon père. Du moment où il ne peut pas me prendre en charge de façon holistique, c'est sûr qu'il a une insuffisance. Donc, il faudrait que moi, en tant que fils, pour prendre cette relève-là, que j'aille chercher cette insuffisance-là. Donc, il faut qu'on réfléchisse dans ce sens-là. Il faut qu'on réfléchisse dans la quête d'aller vers ce qu'on n'a pas, ce qu'on peut donner plus tard à ceux qui sont autour de nous, ce qu'on peut vendre plus tard à ceux qui sont autour de nous, pour quand même évoluer d'un pas au-delà de ce que les parents ont fait déjà et suivre toujours les pas
de nos aînés, de nos parents, de nos devanciers. Dans ce sens-là, on ne va pas perdre la boussole. On sera toujours dans la même logique, dans la bonne logique, dans une bonne dynamique. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça que parle monsieur Marcel. Et il a eu beaucoup d'expérience et lorsqu'il parle, on sent dedans l'expérience, on sent du point de vue du vécu et on sent aussi toute la colère et tous les sentiments désagréables qu'il éprouve déjà à l'endroit de ces jeunes qui continuent d'être inconscients. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de moyens que nos parents n'avaient pas. L'Internet aujourd'hui, les réseaux sociaux. Justement, il y a Internet, il y a cette chance-là, je ne vous coupe peut-être pas, mais on constate, vous êtes par exemple prêtre de femme, vous êtes jeune également, mais il y en a qui n'ont peut-être pas votre stature, mais qui font d'affront aux aînés. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut marcher dans les plats des aînés. Mais vous êtes sur la toile, vous voyez parfois les gens qui parfois affrontent les aînés, parfois disent non, il ne faut pas écouter tel aîné, on peut faire comme ceci, qui parfois désacralisent ce que les aînés ont eu à construire par le passé. Et c'est ça qu'il faut, c'est de ça que parle M. Marcel, c'est des choses qu'il faut combattre. Parce que ceux-là qui sont dans cette logique-là, ils sont dans des dérives. Ce sont des dérives. Et ces dérives, quoi qu'on dise, il y a l'évolution du monde, mais la nature demeure la nature. Et quand on dit nature demeure la nature, il y a des lois. Lorsqu'on enfreint à ces règles-là, lorsqu'on enfreint à ces lois-là, il y a toujours des coups bas, il y a toujours des regrets après. Un aîné aujourd'hui, que tu malmènes, que tu sabotes, que tu insultes, demain, dans 5 ans, ou bien dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est peut-être le fils de cet aîné-là que tu vas croiser peut-être sur ton chemin. Mais du moment où tu as insulté déjà son papa par le passé, il ne va pas te faire cadeau. Donc, on crée facilement comme ça des embûches sur son chemin. Donc, je pense que cette jeunesse aujourd'hui doit prendre conscience et profiter positivement de tout ce qu'on a comme outils aujourd'hui. Profiter positivement de tout ce qu'on a comme matériel aujourd'hui qui nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin, le plus rapidement possible. D'aller même plus loin que nos aînés. Ce que M. Marcel peut-être a construit pendant 10 ans, un jeune aujourd'hui peut construire peut-être en 5 ans. À cause des moyens qu'il aura, à cause de tout ce qu'il aura comme instrument, comme élément, comme fini aujourd'hui. Il doit garder en tête qu'il ne doit pas se taguer de cela pour peut-être... Pour insulter M. Marcel, parce que pour dire ce que lui a fait en 10 ans, moi il a fait en 5 ans, et l'insulter, non. Mais il doit apprendre que le monde évolue et aujourd'hui le monde nous offre beaucoup plus de moyens pour aller plus facilement et plus rapidement. Donc c'est dans ce sens-là que les jeunes doivent évoluer aujourd'hui. Cette jeunesse aujourd'hui doit prendre conscience dans ce sens-là et se dire, tout ce qu'on a à disposition aujourd'hui, il faut l'utiliser à bon escient. Marcel Azoïssou, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Avant de venir au conseil que vous avez à prodiguer à la jeunesse, j'aimerais vous poser la question de savoir, il vous a fallu combien d'années pour vous retrouver président du groupement des importateurs des produits congelés du Bénin? Notre âge, c'est combien d'années? 21 ans. 21 ans. Et Marcel Azoïssou, nous sommes dans notre 21e année. Marcel Azoïssou a combien d'années dans l'entrepreneuriat? Ok. Ça fait 21 ans que je suis dans ce business. D'accord? Je peux vous dire que j'ai commencé par le désordre et retrouver l'ordre plus tard. D'accord? C'est-à-dire, c'était quoi le désordre? Je n'ai pas commencé. Je suis un vendeur de produits congelés, je suis poissonnier. Je n'ai pas commencé avec une chambre froide de façon grandiose, non. J'ai commencé, je suis allé à Zongo, que vous connaissez correctement, à Cotonou ici, et je me suis acheté un petit congélateur qui peut garder 4 cartons, 4 cartons, 3 cartons. Et puis, j'ai commencé l'activité avec une maudite somme de 30 000 francs. Vous voyez? Donc, je peux vous dire que l'homme peut quitter 0 pour aller à euro si et seulement si il est conscient. Et vous êtes à la preuve. Vous voyez? Donc, il faut avoir une détermination. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à notre détermination, notre dévouement, nos sacrifices et notre capacité de rêver loin. Capacité de rêver loin. Alors, quelques conseils à la jeune génération. Qu'est-ce que vous recommandez à la jeune génération pour peut-être avoir vous comme modèle? Quelques conseils. Ok, je dirais à la génération, à la nouvelle génération d'être patient et de compter leurs bénédictions avec plaisir, avec patience. Sinon, vous savez, pour aller au conseil, d'abord, je peux dire d'abord que même la langue que nous avons là, la langue, elle n'est pas là seulement pour faire passer de la salive. Non,
Et la langue nous permet de parler, de prier, de faire tout. Mais elle a aussi d'autres fonctions. Avec la parole, l'homme peut seulement... Avec la parole, les paroles peuvent apaiser les mauvaises humeurs, réconforter le déprimé, stimuler celui qui abandonne et gagner le malheureux, réchauffer le solitaire, louanger le valeureux, encourager le vaincu et enseigner à l'ignorant. Vous voyez? Donc, toutes ces bénédictions, nos jeunes, ils ont oublié toutes ces dons de Dieu. C'est des dons de Dieu. C'est des dons de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler. Vous comprenez? Mais quand même, Dieu nous a donné tout ça là pour qu'on puisse parler. Et les gens utilisent de façon fantastique et fantaisiste. Ce que moi je déplore. Vous voyez? Donc, si c'est pour clore le jeu, je peux pour donner des conseils pour qu'on finisse avec cette histoire. Je peux le dire. Comment on appelle? Il y a une loi. Oui. Il y a une loi. Oui, je vous écoute. Que je maîtrise et qui n'a jamais, laquelle? Et qui n'a jamais échoué. Une loi qui n'a jamais échoué et qui est propre et dans tous les domaines. Et cette loi a été donnée à nos aïeux au haut d'une montagne. Certains ont observé cette loi et leur vie a été remplie de fruits, de bonheur, de la réussite, de la paix, de l'esprit. Mais la plupart n'ont prêté aucune attention. Ils cherchaient les routes détournées, les moyens magiques ou bien le démon appelé chance qui devait leur livrer des richesses de la vie. Ils ont attendu en vain, comme beaucoup de personnes, et ils ont accusé Dieu de mauvais sorts. Et donc, la loi est simple, qu'on soit jeune ou vieux, roi ou mendiant, homme ou femme, blanc ou noir, tous peuvent employer ce secret à leur avantage. Parmi tous les discours, tous les écrits, toutes les règles traitant de la réussite et de la manière de l'obtenir, il y a une seule méthode qui n'a jamais échoué. Quiconque vous demande de lui rendre un service, rendez-le 2 fois. Et c'est ça qui va vous apporter au-delà de tout ce que vous imaginez dans vos rêves. C'est-à-dire, en d'autres termes, le seul moyen à celui de réussir sa vie est de rendre un service meilleur, plus grand que celui qu'on attend de soi, quelle que soit la tâche. Quelle que soit la tâche. Oui, tout en rendant service, on reçoit immanquablement la récompense qui s'impose. Et l'homme doit souffrir de la perte en ne le faisant pas. Ah bon? Oui, la cause est le fait. Le moyen est la fin. La graine et le fruit ne peuvent être jamais séparés. L'effet est toujours en fleur dans la cause. La fin est toujours dans les moyens. Et le fruit est toujours dans la graine. Même s'il s'agit de servir quelqu'un ingrat, servez-le encore plus et adressez votre facture à la nature. Elle vous paiera. Si le paiement tarde à venir, ne vous inquiétez pas si le paiement est différé. Car l'intérêt composé de l'intérêt composé est l'un des bénéfices les plus avantageux de cette loi. Les jeunes ils ont toutes les bénédictions pour pouvoir évoluer. Toutes les bénédictions. J'ai écouté tout oui et je me voyais un peu dans la pensée et éveil. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces recommandations de Marcel Azonissou? Je salue d'abord cette philosophie de vie, merci, de bien-être, de savoir vivre et tout. Et je pense que ce sont des modèles à suivre, des gens qui ont eu en expérience, qui ont gagné en expérience et qui ont un parcours de vie et qui ont ces vertus-là. Donc, il faudrait profiter de ces vertus-là et les adapter à notre vie de jeunesse d'aujourd'hui, à notre pression qu'on subit aussi aujourd'hui, parce que, il faut le dire, au-delà de ce dynamisme-là qu'il y a dans la jeunesse aujourd'hui, il y a aussi une pression de la part de la communauté, de la part de la famille aussi. Imaginez-vous un instant, vous êtes dans une famille où peut-être des voisins à vous ont des enfants peut-être de 18 ans, de 19 ans, qui excellent bien, qui évoluent bien. On a envie quand même d'avoir des enfants comme eux. Donc, il y a ces parents aussi qui, au lieu d'encadrer autrement les enfants, mettent de la pression à ces enfants-là et amènent aussi ces enfants dans les dérives. Donc, il faudrait reconsidérer tout cela et garder les vertus comme les vertus que M. Marcel a exposées tout à l'heure, toute une philosophie de vie et ne pas sortir de ce chemin-là, de ce chemin de savoir-vivre, de respecter les normes de la nature, les lois de la nature, les vertus de vie qu'on nous a exposées et avec les moyens qu'on a aujourd'hui à disposition, je pense qu'on fera de nous un homme complet. Et comme on le dit, qui va lentement, il va sûrement. On ira sûrement avec ces vertus-là et on va conquérir le monde. On va conclure par ça, Azonissou. Quel est votre rêve pour la jeunesse béninoise? Ok.
Encore merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et vous savez, il y a en chacun de nous des rencontres structurelles qui nous révèlent le meilleur et agrandissent nos possibles. Donc, nous autres, nous pouvons être l'une de ces rencontres qui réveilleront et stimuleront le meilleur des autres. Vous voyez, parce que tout le monde a ses vertus, on est d'accord. Ce que nous venons de dire, peut-être il y a certaines rencontres qui permettent de se rencontrer au plus près de soi-même. On est d'accord. Et je crois que quand il s'agit d'écouter l'essentiel, lui n'est plus sourd. On est d'accord, plus que celui qui entend. Vous voyez, donc ils ont entendu. Je crois qu'ils n'ont qu'à agir pour changer les donnes. Et vous êtes là pour les soutenir, les accompagner, ces jeunes engagés? Bien sûr, s'ils veulent des conseils, s'ils s'approchent de moi, moi je suis là pour leur donner. Et vous soutenez leur projet? Soutenez leur projet comment? Si par exemple vous avez un petit jeune qui a un projet ambitieux, qui est intéressant, qui a juste besoin d'un petit pouce, si on peut le dire ainsi. Non, le jeune n'a qu'à commencer, on verra d'abord. Parce qu'il y a certains jeunes qui viennent nous voir et ils disent comment ils veulent la. Vous avez été victime de ça? J'ai été victimisé plusieurs fois de ça et pour cette raison, j'ai tenu mes dispositions. Ah bon, ils sont venus vous voir comment? Ils disent qu'ils ont des choses et machin. Et puis quand on les accompagne, le lendemain ils disparaissent. Ah bon? Vous voyez, et beaucoup. Aujourd'hui, il est question que ces jeunes, il faut qu'ils soient à l'œuvre d'abord. Vous verrez avant que vous puissiez les accompagner. Tout à l'heure, Marcel Azongisso a dit quelque chose quand même d'intéressant. Il y a beaucoup de jeunes qui, par leur mauvais comportement, ont fermé la porte à de bonnes volontés comme ça. Parce que vous voyez ce qu'il vient de décrire, des jeunes qui viennent, qui disent ah voilà, je dois faire ci, je dois faire cela, et on lui donne l'argent, et après, il disparaît comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que désormais, le prochain ne pourra plus en bénéficier. C'est capital ce qui est dit, mais aujourd'hui, je pense que nos aînés ont eu toute l'expérience qu'il faut pour voir en ce jeune qui vient vers eux de l'honnêteté, de la franchise et vraiment de la conviction. Donc, dès que l'aîné va observer ce jeune, va l'étudier, parce que un expérimenté, c'est un expérimenté. Un jeune qui vient, on voit, déjà, il expose toutes ses idées et tout son projet. Si c'est un projet véridique, si c'est un projet franc, déjà à travers ce qu'il dit, sa posture, tout ça, vous pouvez déjà voir si c'est un projet franc. Et il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui que les aînés peuvent mettre en pratique pour étudier un peu ces jeunes-là. On ne va pas forcément... Parce qu'il y a des gens, même le peu qu'ils doivent avoir pour commencer, ils n'ont pas. Et il faut forcément les aider à entamer et les suivre encore. Oui, justement, ça, on les a entamés encore, maintenant ils disparaissent avec l'argent. Ça veut dire que celui qui sera de bonne foi, qui voudra sincèrement jouir de ça, s'il voit Marcel Azongisso désormais, il ne pourra plus en jouir. Il va faire du temps avant d'en jouir. Il va faire du temps et il va prouver ce qu'il peut faire avant que M. Marcel ne puisse accompagner. Donc, ce que je voudrais dire, et l'indulgence que je veux porter aussi à M. Marcel Azongisso, c'est de ne pas prendre ça comme déjà une décision définitive. Il faut quand même être toujours ouvert à ces jeunes-là. Même si c'est déjà par les conseils qu'il faut commencer. Commencer par les conseils, le suivi. Je pense que d'ici là, il va voir le jeune à l'œuvre et facilement, il pourra l'accompagner plus tard. Il faut toujours rester ouvert à ces jeunes-là. Un commentaire pour conclure, Marcel Azongisso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous voyez, j'avais dit tout à l'heure que j'avais été victimisé plusieurs fois. Je donne un exemple. J'étais allé quelque part et j'ai vu une jeune dame. Bon, je la connaissais il y a très longtemps. On a fait peut-être le même village ensemble. Et elle était en quête de sous pour pouvoir entreprendre une activité. Je l'ai posé, puisqu'il y a longtemps que je ne l'ai plus jamais vue. Et quand je l'ai vue, c'était très bien pour moi. Je lui ai posé la question. C'était une ancienne conquête ou bien pas du tout, une amie? Pas du tout. Nous connaissons du village, on est d'accord. Et le village, c'est... Allez-y. Oui. Donc, je lui ai demandé, mais quelle activité vous faites, madame? Elle m'a dit qu'elle a l'habitude d'aller au Togo, aller s'acheter des fruitins pour pouvoir vendre et qu'on sort. Ok. Et tes grands frères, puisque j'ai fréquenté avec ses grands frères et qu'on sort. Alors,
était grand frère. Elle m'a dit que ses grands frères sont tous en Côte d'Ivoire, qu'elle est la seule rescapée ici au Bénin, qu'elle ne voulait pas aller en Côte d'Ivoire. Alors, de cet instant, j'ai eu pitié d'elle et puis j'ai dit d'accord, maintenant pour que tu reprennes ton activité, il te faut combien? Et elle m'a dit 500 000. J'ai dit d'accord. Et arrivé à Cotonou, je t'enverrai les sous. Et pour que tu reprennes, je t'enverrai la moitié des sous pour que tu reprennes et je verrai d'abord. Donc, arrivé à Cotonou, effectivement, j'ai envoyé la moitié de la somme. 250 000. 252 000 avec les frais de retrait. Monsieur le journaliste, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, ça fait déjà 1 an dépassé, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, elle va entamer l'activité. Vous voyez, donc ça fait mal. Quand c'est comme ça, ça fait mal. Vous voyez, est-ce qu'on peut avoir l'audace de les accompagner encore? Vous voyez, c'est difficile, quoi. C'est complètement difficile, c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, comme l'a dit juste, il faut quand même garder le cœur bon. Oui. Parce qu'il y en a qui en ont besoin de ce soutien-là. Les jeunes. 230 000, par exemple, dans la vie de notre jeune, aurait changé sa vie à jamais. Bien sûr. Et il va rappeler à la postérité demain que j'ai été construit grâce à Marcel Azon-Issou. Ce n'est pas tous les jeunes, on est d'accord? Ce n'est pas tous les jeunes. Et je crois que vraiment, il est question à ce que leur intérieur change. Lorsque l'intérieur change, l'extérieur change automatiquement. Quand vous changez votre intérieur, votre extérieur change automatiquement. C'est direct. Il n'y a pas de demi-mot. On est d'accord? Donc c'est comme ça. Donc il faut que les jeunes changent leur intérieur pour que leur extérieur change. Merci à vous, Marcel Azon-Issou, pour ce moment d'échange. Merci également à Juste Danwayon. Petit commentaire pour conclure. Bon, c'est la dernière phrase. Hein. Il faut changer l'intérieur pour changer l'extérieur. Merci également à vous. Je rappelle que Marcel Azon-Issou est opérateur économique, président du groupement des importateurs des produits congelés du Bénin. C'est un honneur pour nous de l'avoir reçu. Dans ce panel-là, en toute humilité, il a accepté échanger, envoyer, prodiguer quelques conseils à la jeune génération. Merci également à Juste Danwayon qui a quitté Parakou pour Cotonou pour cette émission. Il est notamment près de femmes, médecin, socio-anthropologue. Chers amis, juste après la tribune virale, on va décompresser un peu avec notamment le zapping de la semaine, une coproduction de Constantine Arandinou, de Kanté Komla Moussou et de Francis Ola Farami. Comment s'appelle le ministre des Sports du Bénin? Waouh. Quel est le club actuel champion du Bénin? C'est le Real Madrid. Le club actuel champion du Bénin? C'est AS Cotonou. Pardon? AS Cotonou. Par quel autre nom désigne-t-on la présidence du Bénin? Le gouvernement du Bénin. Je reprends. Par quel autre nom désigne-t-on la présidence du Bénin? Le gouvernement de la République du Bénin. Comment s'appelle l'actuel ministre des Sports du Bénin? Je sais pas. Ça va. Vous ne maîtrisez pas. Qui est donc l'auteur, une toute dernière question pour finir, qui est l'auteur de l'hymne national? Abbé Dayon. Abbé Dayon, oui. Pardon? Abbé Chibet Dayon. Vous êtes sûr? Oui, Abbé Chibet Dayon. Alors la conférence a eu lieu en quelle année au Bénin? La conférence des forces vives de la nation. 1990. 1990. Et qui est le premier président après la conférence des forces vives de la nation? Nicéphore Soglo. Vous allez nous définir le franc CFA. Le franc CFA. Je ne sais pas. Vous ne maîtrisez pas. Qui est l'actuel président du Sénégal? Du Sénégal. Je ne suis pas au Sénégal. Vous êtes au Bénin, mais vous êtes en 3e. C'est une question de culture générale. Je ne sais pas, moi. Alors, donnez-nous le nom du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Louis Wavonou.
le nom du ministre des Sports du Bénin? Moi, je ne sais pas. Vous ne maîtrisez pas? Non, je ne maîtrise pas. Alors, qui est le maire de la ville de Cotonou? C'est Luc Setonji Atrokbo. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin? C'est Louise Fravono. Pardon? Louise Fravono. Reprenez. Le président de l'Assemblée nationale s'appelle Louise Fravono. Alors, on va finir avec le nom d'un président à l'extérieur, notamment le président du Sénégal. Comment il s'appelle? Le président du Sénégal. Diomaye Faye. Quel est le second nom de l'hymne national? Enfant du Bénin debout. Qui a composé l'hymne national? Gilbert Dayon. Quelle est la capitale économique du Bénin? Porto Novo. Et la capitale politique? Cotonou. Définis-moi la CEDEAO. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On t'a déjà soufflé ça ou bien? Non, on t'a soufflé ça, j'ai entendu. Alors, en quelle année le Bénin est devenu membre de la CEDEAO? En 1986. En 1900? En 1986. Tu es sûr? Qu'est-ce que la CEDEAO? La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Sénat? Comité électoral national autonome. La RAC? Aïe! Haute autorité audiovisuelle. Regarde-moi au lieu de regarder là-bas. La RAC? Audiovisuelle et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Alors, quel est le nom du ministre de la Santé du Bénin? Benjamin Oupati. Quel est ton rêve d'avenir? Quand tu as grandi, tu veux devenir quoi? Sobata. C'est quoi Sobata? J'aime pas bêtise, hein. Tu veux devenir quoi? Je vais devenir Foga. Je vais devenir monsieur de Franchet. Qu'appelle-t-on circuit électrique? Un circuit électrique est un circuit qui peut allumer la chambre. Un circuit électrique est une montagne qui peut alimenter une chambre. Et voilà, chers amis, maintenant c'était à l'instant le zapping de la semaine. Nous passons à présent, notamment à l'écoute de la diaspora, et on revient pour conclure Free Week. Je vais vous faire une lecture sincère et lucide de mon approche de la vision développée depuis 2016 par Patrice Talon, notre président de la République. Déjà, sur le plan de l'économie et des infrastructures, nous avons vu que notre pays est devenu un chantier moderne, structuré, et que Patrice Talon a misé sur la rigueur, l'organisation et l'ambition. Les routes bitumées, les hôpitaux rénovés, les lycées techniques, les logements sociaux, les marchés modernes, et j'en passe. C'est toute l'ossature de notre pays qu'on redessine au jour le jour. Sur le plan économique, les indicateurs, pour ne pas dire tous les indicateurs, sont au vert. Les finances publiques ont été assainies et le climat des affaires est renforcé. Sur le plan social, je dirais que le social a été vraiment implémenté au-delà des infrastructures sociaux. Nous voyons quand même le projet Arche qui
qui s'est implanté et qui prend racine de plus en plus. Nous avons également les microcrédits, spécialement le microcrédit à la FIA, qui permet aux femmes de s'émanciper au jour le jour. Les filets sociaux ont également vu le jour. L'éducation nationale se redresse et plus d'enseignants, des meilleures conditions d'apprentissage sur des grèves qui ont disparu pour permettre à nos apprenants d'avoir une bonne qualité et surtout une assiduité dans leur apprentissage. Pour finir sur ce volet, nous avons une valorisation progressive du mérite qui se constate, oui, à travers la suppression des examens frauduleux. Sur le plan culturel et patrimonial, le Bénin rayonne à nouveau. Les retours des trésors royaux, les musées, festivals, valorisation des artistes, oui, notre culture devient un outil de développement enfin. Et notre patrimoine est de plus en plus une fierté vivante. Sur le plan sécuritaire, face au terrorisme, le Bénin n'a pas reculé. Le président Patrice Talon a renforcé l'armée, modernisé les équipements de sécurité, sécurisé davantage nos frontières. Aujourd'hui, au Bénin, la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une réalité stratégique portée avec lucidité et efficacité. Pour parler de la politique, elle a été assainie. Fini les boutiquiers politiques. Aujourd'hui, au Bénin, être un acteur politique, c'est servir l'intérêt général, pas cultiver le désordre. L'opposition a sa place, bien sûr, mais elle doit être proposante, constructive et courageuse. Plus de passe-droit, plus d'impunité. La République a retrouvé ses règles. En ce qui concerne notre diaspora, pour nous qui sommes à l'extérieur du Bénin, un pas immense a été franchi. La dématérialisation et le numérique qui permettent aujourd'hui, qu'on soit à Paris, à New York, à Washington, au Japon, n'importe où dans le monde et qu'on soit béninois, que nous puissions demander nos actes de naissance, nos certificats, et nous connecter à tous les services publics du Bénin depuis nos ordinateurs, depuis nos téléphones. Par rapport à la situation du Bénin depuis 2016, je tiens à féliciter le président Patrice Talon et tout son gouvernement parce que par rapport aux infrastructures culturelle et touristique. Aujourd'hui, le Bénin est devenu une plateforme touristique que partout dans le monde entier, tout le monde veut visiter le Bénin. Ça là, c'est une très bonne avancée pour notre pays. L'autre chose aussi est que par rapport à la situation socio-politique pour 2026, moi, je demanderais très humblement au président Patrice Talon la relecture du code électoral. Parce que ce code électoral est vraiment chrysogène. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Parce que nous n'allons pas mettre près de 30 milliards dans une élection et que ce serait un fiasco. Ce n'est pas bon à dire. Il faut qu'on se dise ça pour que le président Patrice Talon, parce que la façon dont nous, de la diaspora, nous voyons le président Patrice Talon fait peur à tout le monde dans le pays. Il fait peur à tout le monde, même aux hommes de son propre clan. Même aux hommes de son propre clan, ce n'est pas bien. Il doit ramener la balle à terre pour que les choses soient refaites.
parce que comme ça, le Bénin serait un pays paisible. Vous voyez un peu. Et l'autre chose aussi est que même si le président pouvait prendre une ordonnance, l'amnistie, pour permettre aux exilés de rentrer au pays. Parce que, si vous vous souvenez, le président Patrice Talon aussi a été exilé. Et il disait dans des émissions que le pays lui manque. Ceux-là aussi en exil, le pays leur manque. Donc, je le prierai très humblement, très respectueusement de les gracier pour qu'ils rentrent au pays. Pour qu'ils rentrent au pays. Parce que le Bénin a besoin de tous ses enfants pour le construire. Et ceux qui sont en prison aussi, politiquement, ils n'ont qu'à avoir pitié d'eux et les libérer. Parce que c'est ce qui ferait de lui un grand homme. C'est ce qui ferait du président Talon un grand homme. Et je demande la paix pour mon pays, le Bénin. La paix et la paix. C'est tout pour Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain dimanche avec ma collègue Billy Gaïlaïbi. On reçoit pour vous Boukara Mbadaro, qui est membre du bureau politique du Parti politique Union progressiste Le Renouveau. Il est également président de la Fondation Conscience Citoyenne. Il est membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou. Avec lui, on parlera des enjeux, notamment des élections générales de 2026 et des défis qui s'imposent au duo de 2026. Ce sera demain à 8 h.